propose de commencer, puisque nous avons l'impératif, nous devons quitter cette salle à 21h. Vous voyez, nous devons commencer tout de suite. Bon, d'abord, bien entendu, bienvenue pour cette première rencontre de la saison 2019-2020 de l'Université Populaire. Alors, avant de présenter M. Debac, je voudrais aussi faire un bref... parler un petit peu plus? Oui, on n'entend pas. Voilà, comme ça. Oui, avant de présenter notre conférencier, je voudrais faire un bref rappel, en tout cas, peut-être aussi une information pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir. Si vous souhaitez recevoir des informations concernant nos activités, vous pouvez donner votre adresse courriel, votre adresse à la personne qui se trouve à la table qui est à l'entrée. Ça ne vous engage à rien, vous recevrez ainsi des informations sur nos manifestations. Je précise qu'il y en a pratiquement 5 pour ce dernier trimestre de l'année 2019. Donc il faut suivre. Ensuite, bien entendu, vous pouvez non seulement avoir des informations, mais vous pouvez aussi adhérer à notre association, l'Université Populaire d'Amiens. Bon, vous savez sans doute que nous ne sommes pas subventionnés, donc nous vivons avec les adhésions. Je précise aussi que l'adhésion, vous savez, elle est à partir de 1 euro. Et je signale qu'elle vous donne même certains droits, puisque cette carte vous permet d'avoir 5% de réduction à la librairie du Labyrinthe. La librairie du Labyrinthe est notre partenaire qui met des livres, d'ailleurs des conférenciers en vente, vous en trouverez ici à l'entrée, et de même, comme nous avons aussi un partenariat avec la Maison du Théâtre, elle nous donne droit au tarif préférentiel, c'est-à-dire au tarif préférentiel qui est de 8,50 € au lieu de 15 € l'entrée. Vous voyez que c'est intéressant, je dirais même qu'on peut faire très profitable. Hein. Ça peut rapporter gros, comme on dit, puisque notre carte, c'est à partir d'1 €, on peut donner plus, bien entendu, et vous voyez que vous pouvez avoir quelques avantages. Alors, après cela, la conférence ce soir va tourner autour de la préhistoire. Certains qui auraient mis le nez dans notre présentation de l'UPA pourraient peut-être un peu surpris, puisque le but de l'Université Populaire, c'est de rendre compréhensible le monde présent, rendre intelligible le monde présent. On peut dire la préhistoire, c'est un peu éloigné, mais vous savez que le titre de la conférence, c'est quand même Modernité de l'homme préhistorique. Donc vous voyez que déjà c'est un peu plus fort. Pour cela, l'objectif. Alors, nous avons le grand plaisir de recevoir, l'honneur de recevoir donc Pascal Depape. Pascal Depape, vous êtes donc archéologue, vous êtes docteur en préhistoire et vous enseignez à l'université 2001. Entre autres, puisque je vais l'apprendre que vous étiez aussi à l'école, vous venez de l'école du Louvre, où vous donnez un cours aujourd'hui. Bien, j'ai appris en même temps, d'ailleurs, que la préhistoire était du côté du pôle scientifique, du 1, alors que les historiens sont du côté de l'U3, non, je me trompe. Tout à fait. Oui, voilà, ça m'a appris une chose en voyant que vous enseignez à l'I 1. Alors, vous êtes également directeur de l'INRAM, c'est-à-dire l'Institut national de recherche archéologique préventive Hauts-de-France. Voilà, c'est même, il y a même, n'est-ce pas, Nantais, c'est pas une antenne, il y a à Amiens, à côté d'Amiens, à Glizy. Bon, donc on dit Hauts-de-France, certains craignent d'être comme cela envahi par les Lillois. Vous voyez quand même qu'on maintient ici en Picardie. Il y a un pôle de résistance. Un pôle de résistance pour les Picards. Bien. Alors, vous êtes également co-commissaire de l'exposition Néandertal Expo, qui s'est tenue à Paris de mars 18 à janvier 19 et qui maintenant se prolonge au Canada. Vous avez dit que vous avez eu l'occasion d'aller, bien sûr, au Canada pour voir cette exposition et qui est, comme elle a été à Paris, peut-être encore plus au Canada, qui est un grand succès. Alors, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Je précise que vous pouvez trouver quelques exemplaires de ces ouvrages sur la table qui est là. Ils sont mis en vente par
l'allégorie du labyrinthe. Ils doivent aussi nous apporter d'ailleurs le catalogue de l'exposition, mais le libraire n'est pas encore là. Avant de vous donner la parole, je me contenterai de lire tout simplement un passage de votre livre, ce qui je l'ai bien lu, n'est-ce pas? Alors, plus que tout autre, oui, plus que toutes autres, les recherches en sciences humaines concernent l'humanité tout entière, le préhistorien ne peut s'en abstraire et il lui revient de s'impliquer comme un acteur de la vie de la société. Vous voyez que les préoccupations de l'université populaire, qui sont l'intelligibilité du monde contemporain, se trouvent donc ici, en tout cas, écrites dans votre ouvrage. Donc vous voyez, je vous prends au mot maintenant et je vous donne la parole. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'assister à cette conférence que je vais essayer de faire de la manière la plus intelligible et la moins ennuyeuse possible. Il m'arrive d'être un peu long, certains d'entre vous m'ont subi une fois pendant 6 heures. Je confirme. Voilà. Oui, vous y étiez d'ailleurs. Mais là, on m'a dit non, pas plus de 4 heures. Donc je vais me restreindre à quelques données. Et j'implore déjà votre indulgence si on n'a pas le temps de creuser suffisamment, ainsi que sur le fait qu'il s'agit ici d'une conférence qui est plutôt à caractère anthropologique et non pas une conférence à caractère archéologique comme on a l'habitude de les faire en France. C'est une tradition française qui est la tradition de l'archéologie analytique et nous allons plutôt tenter de faire de l'anthropologie synthétique. C'est tous ces grands mots pour vous faire croire que je sais de quoi je vais parler. Et vous avez ici un plan qui peut vous paraître à première lecture assez étonnant, mais vous verrez, j'espère en tout cas, pour ceux d'entre vous que je n'aurai pas endormi, qu'à la fin de la conférence, il y a une cohérence à l'intérieur de tout cela. Ces choix de plan correspondent systématiquement à des choix que l'humanité, au cours des 3 derniers millions d'années, a réalisés, sans le savoir, dans la plupart des cas, et qui sont à la fois des choix biologiques et des choix culturels. Et l'un influençant l'autre dans le cadre de ce qu'on appelle des boucles amplificatrices. On va y revenir. On parlera également de quelques stéréotypes marquants, qui nous marquent toujours, et qui sont issus, là, pour le coup, des études préhistoriques. Avant de démarrer, je voudrais que nous nous remettions un peu dans la profondeur du temps. Quand on parle de préhistoire, on ne parle pas de siècles, on parle à peine de millénaires. Ce sont des profondeurs de temps qui sont totalement gigantesques. Et je vous ai mis sur cette diapositive cette immensité du temps par rapport à ce qu'on appelle le paléolithique, c'est-à-dire l'époque de l'humanité où nous étions des chasseurs-cueilleurs. Et si on la remet sur une année civile, le paléolithique s'arrête le 29 décembre. Et notre vie d'agriculteur, de néolithique, n'a en fait que 2 jours sur une année. Si on le met en génération, ce qui est beaucoup plus simple encore, vous avez ici les premiers homos. Nous en sommes séparés de 96 000 générations. Et vous avez ici Jésus-Christ ou Jules César, en fonction de vos options. Nous sommes séparés de ces deux-là de 80 générations. Ça vous donne, alors que ça nous paraît tellement lointain. Cro-Magnon arrive en France, donc l'Homo sapiens, nous, les Cro-Magnons, il y a 1400 générations. La durée d'existence de Néandertal, espèce humaine, un hominine typiquement européen, c'est 16 000 générations. Et les premières occupations en France, c'est 40 000 générations. Parfois, parler en génération permet de revoir un peu ces profondeurs temporelles. Notre vie d'agriculteur, le néolithique, c'est 0,4% de l'existence de l'homme. 0,4%. Nous avons donc un héritage biologique et culturel, chasseur-cueilleur, de 99,6%
de cette immensité temporelle. Pendant cette gigantesque période qu'on a du mal à se représenter, il y a eu des influences réciproques de l'environnement, du biologique, sur le culturel, et inversement. Ce sont ça les boucles amplificatrices. Et par choix naturel et sélection naturelle, c'est du darwinisme, je ne vais pas y revenir ici, certaines capacités, certaines dispositions ont été favorisées, parce que ça correspondait à un besoin, et nous ont façonné biologiquement, mais aussi culturellement, physiologiquement, mais aussi psychologiquement, jusqu'à nos jours. On va commencer par nommer Today. Cette vieille chanson de Herman Sermit, qui date des années 60, 66, qui colle bien avec ça. De quoi s'agit-il? De l'allaitement. Nous sommes des mammifères. Donc, une de nos caractéristiques, c'est que nous pratiquons l'allaitement. Nous avons sélectionné un certain nombre dans l'arbre phylogénétique de l'humanité qui se trouve sur la droite de l'écran. Nous avons sélectionné quelques hominines. Là, je me lève, désolé pour la caméra. Quelques hominines, Homo habilis, pardon, ici. Sans doute notre ancêtre le plus lointain. Paranthropus robustus, Australopithecus africanus. L'intérêt, c'est que nous avons là 3 branches d'anciens hominidés, 3 branches différentes, mais qui sont quasiment contemporaines et qui semblent avoir coexisté, à défaut de cohabiter, coexisté en Afrique orientale autour de 2 millions d'années. Voici nos amis, excusez-moi, voici nos amis qui présentent des caractéristiques physiques assez semblables. Vous voyez que leur capacité crânienne tourne entre 450 et 700 cm3, là, et qu'ils ont des statures relativement semblables, à l'exception de Paranthropus robustus, c'est le collègue de droite, hein, qui est peut-être d'une stature un peu supérieure aux autres. Et nous avons examiné, enfin, un certain nombre de collègues ont examiné les dentitions de ces hominidés. Et il s'avère qu'en étudiant la concentration de barium et par rapport à la dentine de ces hominines, on trouve, en conclusion, je vous passe sur les aspects physico-chimiques qui sont ici, on trouve des différences dans la durée d'allaitement chez ces 3 zygomères. Et il s'avère que si Paranthropus robustus et Australopithecus africanus allaitent pendant environ 2 ans leur progéniteur, nos ancêtres lointains, les Homo habilis, eux, sont montés jusqu'à 4 ans d'allaitement. Ça, c'est le constat scientifique. Qu'est-ce que cela peut donner comme résultat sur une société préhumaine? Eh bien, ça signifie que cet allaitement prolongé, voici la boucle amplificatrice correspondante, cet allaitement prolongé permet une meilleure survie de l'espèce, au sens large en moyenne. Dans ce cadre-là, je parle bien d'Homo habilis il y a environ 2 millions d'années. Je ne dis pas qu'il faut que maintenant on allaite nos enfants pendant 4 ans. Je parle bien d'Homo habilis il y a 2 millions d'années. Comment ça fonctionne? Cet allaitement prolongé entraîne 2 conséquences directes. La première, c'est d'être meilleur soin à l'enfant, parce qu'il est moins susceptible d'être pénalisé par des ressources alimentaires déficientes de l'environnement. Vu qu'il a cette capacité à attraper, à avoir des protéines et des lipides supplémentaires par rapport à d'autres, entre 2 et 4 ans. Mais également une meilleure organisation sociale. Parce que la proximité en longue durée entre une mère et son enfant entraîne des conséquences sur l'organisation sociale des groupes. C'est ce que nous voyons actuellement, même si ce sont des études complexes à mener parce que ce sont des animaux difficiles à approcher, avec les orang-outans.
Les orang-outans allaitent les petits jusqu'à environ 8 ans. 8 ans. Sachant que la durée de vie d'un orang-outan, c'est 40 à 45 ans en milieu naturel, et que l'âge à la reproduction, la première reproduction, ce qu'on appelle la nubilité, c'est environ 15 ans. Alors, l'orang-outan est un des primates les plus sociaux, mais il est fort à parier que, vivant dans des milieux complexes, cette prolongation, cet allaitement prolongé est chez l'orang-outan une façon d'assurer une meilleure survie à la progéniture lorsque des famines se font ressentir du fait de déficit dans l'environnement, déficit alimentaire dans l'environnement. Ces meilleurs soins entraînent une espérance de vie prolongée et une augmentation de la démographie. Ainsi donc une complexité sociale grâce à cette amélioration de l'organisation sociale. Et nous avons peut-être là pas l'exclusive, mais une des clés du succès de cette lignée des hominines, Homo habilis, par rapport à Paranthropus robustus, qui vivait au même moment, au même endroit, et qui était peut-être un peu plus costaud. Cette meilleure organisation sociale, on l'aperçoit dans les sites archéologiques. En même temps que Paranthropus robustus, Homo habilis et d'autres, il y avait un foisonnement d'hominines. En fait, les hominines, le nombre d'espèces n'a fait que se réduire sur les 3 derniers millions d'années, vu qu'on est passé d'environ 27 espèces il y a 2 millions d'années à une actuellement, c'est nous. Dans un certain nombre de sites archéologiques datant d'il y a environ 2 millions d'années, sites archéologiques par défaut, vu qu'en fait ce sont des sites qui sont des tanières de Dinophélis. Alors le Dinophélis, c'est imaginez un très gros lion préhistorique, ça s'appelle le Dinophélis, disparu maintenant, depuis très longtemps. Le Dinophélis aimait pas mal la viande de mammifères, et il aimait bien mettre à son déjeuner des Homo habilis et des Paranthropus robustus. Et il s'avère que dans les sites dans lesquels on a trouvé des restes alimentaires de Dinophélis, 9 repas sur 10 est composé de Paranthropus robustus, et non pas d'Homo habilis, qui tient donc bien son nom de habilis, là habile pour échapper au Dinophélis, alors qu'il fallait être en quantité semblable dans l'environnement les habilis et les robustus. C'est peut-être l'organisation sociale supérieure des Homo habilis, peut-être elle-même entraînée grâce à un allaitement prolongé, qui permettait à ces groupes de mieux se structurer et de mieux résister aux attaques des Dinophélis. Restons sur le lait. Nous inventons, nous les Homo sapiens, il y a environ 8 à 9 000 ans, 10 000 ans, ça dépend des endroits, on décide de changer radicalement notre façon de vivre. Pendant 2 millions d'années, pendant 2 millions d'années, on a été des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire des prédateurs dans la nature. On ne produisait pas sa nourriture. Et là, il y a 10 000 ans, pour des tas de raisons diverses et variées, on décide de changer complètement le paradigme et on devient des producteurs de céréales et des producteurs de viande et donc de lait, vu qu'on élève des animaux. C'est une innovation culturelle. Cette innovation culturelle a entraîné des tas de choses. D'après certains de mes collègues préhistoriens extrémistes, enfin paléolithiciens extrémistes, c'est le début des emmerdements de l'humanité, ce qui est fort possible d'ailleurs. Et parmi ces innovations, l'élevage, il y en a une qui a des conséquences biologiques, entre autres, mais pas que. Il y a également la taille des sujets, on y reviendra. Et cette conséquence, c'est l'alimentation lactée. Il s'avère que sur Terre, actuellement, c'est l'image que vous avez là, plus on monte vers le rouge, et plus sont les populations qui arrivent à digérer le lait frais, le lait cru. C'est-à-dire que ce sont des populations qui ont conservé, après le sevrage, donc vers les 3 ans, 2 ans, 3 ans, qui ont conservé cette enzyme qui s'appelle le lactase, et qui permet la digestion du lactose. Et quand vous regardez cette carte attentivement, eh ben, ce n'est pas réparti de manière uniforme sur la planète. Le bleu, c'est ceux qui digèrent le moins. Toute cette zone. D'accord? Pourquoi? Il y a quelque chose qui s'est passé. Si ce caractère génétique ne s'est pas répandu partout, c'est qu'il y avait des bonnes raisons. Eh bien,
dans les années 5000 avant Jésus-Christ, l'élevage est introduit en Europe occidentale, qui est une des zones où il y a le plus de gens qui ont cette enzyme, la lactase. Parmi vous, statistiquement, 8 à 9 d'entre vous sur 10 ici arrivent à digérer la lactase. Si je faisais cette conférence à Pékin, ce serait 1 à 2 sur 10. Et donc, vers 5000, 6000 avant Jésus-Christ, on introduit l'élevage en Europe occidentale, enfin en Europe au sens large. Et il s'avère que si les gens à l'époque, et là on l'a dans nos études paléogénétiques, ne digéraient pas le lactase, la pression sélective a choisi, a privilégié les phylums, c'est-à-dire les générations successives, qui arrivaient, elles, à digérer ce lactose. Pourquoi? Parce que, et surtout en Europe du Nord, il s'avère que la production de céréales, qui était l'autre grande composante de l'alimentation néolithique de l'époque, ce sont des producteurs de nourriture, des agriculteurs, la production de céréales peut parfois être défaillante. Les céréales poussent beaucoup mieux en France que dans le nord de la Norvège. Jusque-là, nous sommes tous d'accord. Et donc, il y avait une compensation de ce manque de production céréalière par l'absorption de l'air. Ça aussi, on le retrouve archéologiquement, ne fût-ce que dans les types de matériel archéologique qu'on a sur les sites, en comparant par exemple la France et la Norvège ou la Suède. Et donc la sélection darwinienne, la sélection génétique, a favorisé les lignées qui digéraient le lait. Les autres mourant plus jeunes ou mourant plus vite. Et cette action sur la digestion du lait a façonné, si je puis me permettre, sur ce point-là, l'humanité actuelle, plusieurs milliers d'années après. Alors, il est possible qu'avec la mondialisation accrue que nous connaissons, et les échanges accrus que nous connaissons, que cette carte, ici, que je vous ai montrée, ait complètement changé dans 5 à 6 000 ans. Et que tout le monde aura le même niveau de lactase, ou qu'on ne boira plus de lait, et donc on n'aura plus besoin d'avoir cette lactase, pour des tas de raisons diverses et variées. Peut-être que la production de lait sera devenue trop complexe. En attendant, on a là l'exemple typique d'une action culturelle sur le biologique. Et nous sommes le seul animal, je veux dire animal pour Homo sapiens, nous sommes le seul animal à qui c'est arrivé. Nous sommes les seuls à avoir subi des changements biologiques dans notre biologie dus à des choix culturels. Il y a peut-être un autre animal, des études sont en cours sur le sujet, qui pourrait être sujet à ce type de modification, c'est l'orque. Orca, l'orque polar. Il y a certains cas où on pense que les orques peuvent avoir également des choix culturels qui impactent leur biologie. Mais c'est encore prématuré pour vous en parler de manière plus précise. Dans l'état actuel de recherche, nous sommes les seuls à qui ça arrive. On va continuer avec quelque chose d'assez particulier, le premier dimanche de mars. Alors là, vous vous dites, ça y est, on l'a perdu. Qu'est-ce qui se passe le premier dimanche de mars, mesdames et messieurs? Eh bien, c'est la fête des grands-mères. C'est une invention commerciale, ça date de 1987, c'est le café Grand-Mère qui l'a lancé, ça a l'air de marcher un petit peu quand même pour eux. Mais, blague à part, la fête des grands-mères, vous allez voir que c'est un sujet extrêmement important parce que c'est peut-être grâce aux grands-mères qu'on est encore là. Sur ce graphique, vous avez deux mammifères, un bonobo et un Homo sapiens. C'est ta pièce? Je vous le confirme, c'est un mammifère Homo sapiens, avant tout. Ces deux mammifères ont des espérances de vie que vous avez sur les graphiques qui sont là. Et ces espérances de vie, ce qui moi m'a intéressé, ce n'est pas l'espérance de vie totale du mammifère, c'est l'espérance de vie du mammifère femelle après ménopause. Ça peut paraître un sujet un peu trivial dans une conférence, mais c'est extrêmement important. Et vous constatez sur ces données tout à fait sérieuses, hein, c'est vraiment du sérieux ça, vous constatez sur ces données que l'espérance de vie du bonobo, qui est notre plus proche parent génétique, le bonobo, donc c'est un des chimpanzés, il y a deux espèces de chimpanzés, il y a le chimpanzé commun, Paniscus, et il y a le bonobo.
Le bonobo est plus proche de nous. L'espérance de vie du bonobo après la ménopause est extrêmement réduite. Extrêmement réduite. Au maximum quelques années. En revanche, l'espérance de vie du mammifère femme sapiens est beaucoup plus prolongée. 20 à 30 ans. Je ne parle pas des conditions forcément actuelles, je parle en moyenne sur des populations anciennes. C'est un constat. Fort de ce constat, on essaie de mettre ça en musique, on essaie de comprendre ce qui se passe. Pourquoi cette différence chez les primates? Nous sommes un des rares mammifères à connaître une espérance de vie prolongée après la ménopause. Le deuxième exemple le plus frappant, c'est une fois de plus l'orque polar. Et en ce qui concerne l'orque polar, c'est extrêmement important, extrêmement intéressant. On sait que chez l'orque polar, dans les troupeaux d'orques polar, ce sont les femelles ménopausées qui guident le groupe. Les femelles orques polar ont une durée de vie d'environ 50 ans, les mâles orques polar ont une durée de vie d'environ 30 ans. Ne regardez pas vos conjoints comme ça sert à rien. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut imaginer qu'il y a eu une sélection biologique, hein, pas une sélection sociale. On n'a pas exécuté les femmes qui mouraient trop tôt, par définition, tellement. Il y aurait eu une sélection biologique des femmes ayant une espérance de vie longue après la ménopause. Pourquoi? Parce que dans les populations de chasseurs-cueilleurs, on estime qu'environ 70% des apports alimentaires du groupe sont assurés par les femmes. Eh oui, l'homme qui part à la chasse, c'est un mythe, messieurs. Désolé pour vous. Ce sont les femmes qui, dans les groupes chasseurs-cueilleurs qu'on a étudiés, rapportent au groupe environ 70% des besoins alimentaires. Par prélèvement dans la nature, sous forme de cueillette, en déterrant des tubercules, en prenant des œufs dans des nids, etc., mais aussi en chassant. En chassant pas n'importe comment. Il y a un tabou universel sur la chasse féminine et la chasse masculine qui sont très séparés. Les femmes peuvent chasser dans quasiment tous les groupes de chasseurs-cueilleurs existants, mais elles sont par tabou interdites de chasser avec des armes tranchantes ou perçantes, c'est-à-dire des armes qui sont susceptibles de verser le sang. Ce tabou est à relier avec le fait que les menstruations font verser aux femmes le sang une fois par mois. C'est un tabou universel. Dans la mesure où la collecte est assurée à 70% par les femmes, eh bien, il est utile d'avoir une grand-mère qui reste dans la hutte ou dans la grotte pour s'occuper des enfants, ce qui libère sa fille d'autres tâches, dont, principalement, aller chercher à manger. Et donc, une fois de plus, les phylums où les femmes à longue espérance de vie après ménopause auraient été privilégiées par rapport à d'autres. Ce qui amène, ça s'appelle le coup de la grand-mère, ce qui amène, par boucle amplificatrice, une éducation partagée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que la mère qui s'occupe seule de l'enfant, il y a la mère et la grand-mère, et donc cette éducation partagée permet des transmissions d'idées, de mythes, etc. Boris Cyrulnik a écrit des choses extrêmement intéressantes sur le fait qu'il faut être à deux pour élever un enfant, afin d'éviter un amour exclusif, mais peu importe le sexe des deux qui éduquent l'enfant. Ça entraîne également une hausse démographique, vu que l'enfant est mieux élevé, mieux protégé. Et ça entraîne aussi une complexification sociale, laquelle peut se répercuter après sur le rôle des grands-mères et des mères. D'un autre côté, ça entraîne également du temps libéré pour la mère, et donc une collecte de nourriture plus efficace, et donc là aussi une meilleure santé du groupe et une meilleure démographie du groupe. Et c'est ce genre de boucle amplificatrice qui explique le succès de certains phylums par rapport à d'autres, par concurrence dans la durée. Pour avoir une idée de ce que c'est la concurrence dans la durée chez des groupes qui ne rentrent pas forcément en conflit, vous pensez aux écrevisses américaines et aux écrevisses européennes.
les écrevisses américaines étant en train de supplanter dans nos rivières les écrevisses européennes, alors qu'elles ne se croisent même pas. Mais c'est juste par concurrence alimentaire, l'écrevisse américaine étant plus performante, donc elle accapare plus de nourriture, et l'autre meurt de faim. On a également constaté, c'est une collègue Kim qui a constaté en 2012, chez un certain nombre de groupes humains, dans lesquels le rôle de la grand-mère et l'histoire de la grand-mère est valorisé, une espérance moyenne de vie plus importante chez ces groupes-là que dans les groupes où il n'y a pas de grand-mère, où les grand-mères ont disparu pour des raisons de maladie, etc., etc. Donc la grand-mère est également extrêmement importante dans la longévité des groupes, pas en direct, mais en indirect, vu qu'en apportant de meilleures possibilités aux enfants, ceux-ci sont mieux armés et peuvent vivre plus longtemps. Pour valider ces hypothèses des grands-mères, des collègues canadiens, chez qui j'étais il n'y a pas très longtemps et avec qui on a échangé pas mal, ils m'ont donné cette étude qui a été faite très récemment par Engelhardt en 2019, donc vous voyez c'est du tout frais. C'est une étude qui a été faite sur les registres paroissiaux québécois entre 1608 et 1799. Et nos collègues ont étudié les cas de 3382 grands-mères qui avaient donné 34 660 naissances, parmi lesquelles 7164 filles ont eu des enfants pour un nombre total de 56 767. Bon, ça fait beaucoup de gosses, certes. Ce qui est important, bon, ça fait une moyenne d'environ 10 enfants par femme, à la naissance. Ça ne signifie pas qu'ils ont tous survécu, bien évidemment. Mais enfin, 10 enfants par femme, c'est une moyenne extrêmement honorable. Vous avez là une famille québécoise typique du 19e siècle en photo. Qu'est-ce qu'ils ont constaté avec toutes ces données statistiques? Eh bien, ils ont constaté, ça passe sur le graphique ici, que dans les familles où les grands-mères étaient vivantes, eh bien, l'espérance de vie était plus importante et qu'il y avait plus d'enfants. Donc une meilleure démographie. Parce que la grand-mère s'occupe des enfants. Là, on n'est pas dans une société de chasseurs-cueilleurs, vu qu'on est au Québec, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ce sont des gens qui sont des agriculteurs. Donc, même chez nous, les agriculteurs, jusqu'il y a environ 200 ans, il y avait encore, 200-300 ans, il y avait encore des conséquences sur le fait d'avoir ou non la grand-mère dans les parages. Et puis ils se sont dit, bah tiens, si on regardait par rapport au lieu de résidence de tous ces gens-là. Donc, plus d'enfants à la naissance, plus d'enfants qui survivent au-delà de 15 ans, et quand on calcule la distance entre le domicile de la grand-mère et le domicile de sa fille, ou de ses filles, il s'avère que quand la distance est supérieure à 100 km entre les deux, les filles ont 0,6, c'est des moyennes évidemment, 0,6 enfants de moins, par rapport à la moyenne générale, et quand la grand-mère est vraiment loin, 300 km, c'est-à-dire qu'ils ne se voient quasiment pas, parce qu'il faut se remettre dans les conditions de l'époque, et bien là c'est un enfant et demi en moins par femme. Donc la grand-mère a une influence sur le nombre d'enfants et sur la santé des enfants et donc la démographie. Et donc ce sont ces groupes à grand-mère survivantes qui sont privilégiés naturellement par rapport à d'autres. Vous voyez qu'on peut aller très très loin dans ces statistiques et vive les grands-mères. Alors il n'y a pas d'études sur les grands-pères, messieurs, je suis désolé pour vous, mais comme vous aviez pris l'habitude de mourir plus jeune, comme les orthopolaires, ben, je pense que le cas des grands-pères n'est pas concerné. Alors, un autre sujet dont le titre peut également vous paraître curieux, la caverne conjugale. De quoi s'agit-il? Vous avez vu que j'ai des titres mystérieux. Alors, la caverne conjugale, ici vous êtes sur l'archétype d'une famille occidentale, tel qu'on nous nourrit, tel qu'on nous le nourrit depuis maintenant plusieurs dizaines, voire centaines d'années. En bas de l'écran, en bas à droite, vous avez une de ces premières familles typiques. Et cet archétype se transmet même de génération en génération grâce à des poupées Barbie et toutes ces sortes de choses comme en bas à gauche. Alors cette famille typique occidentale, cet archétype familial,
idéal, c'est quoi? C'est une famille hétérosexuelle, avec un papa et une maman qui ont chacun des rôles très, très précis. Et en général, c'est le père qui a un rôle dominant dans cette histoire, c'est le chef de famille, on dit qu'il faut gérer son bien, un bon père de famille, etc., etc., etc. Ça nous est rentré dans la tête. Chacun a son rôle. Et dans cette famille idéale, en général, c'est 2 enfants. Et l'idéal, c'est un garçon et puis une fille. Ça s'appelle même le choix du roi. Je ne sais pas si cette expression existe encore beaucoup, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc cette famille idéale, ça nous est bien rentré en tête. Ça nous est bien rentré en tête, on a un petit peu de mal à s'en débarrasser, parce que ça repose sur pas grand-chose. Cette relation subordonnée, elle existe depuis un certain temps, elle est relativement ancienne. Là, je vous ai mis des citations, une d'un gars qui s'appelle Saint-Paul, et l'autre d'un gars qui s'appelle Rousseau. C'est deux types assez connus. Et leurs citations, certes, sont datées, mais elles valent quand même une petite réflexion. Alors pour Saint-Paul, on va dire que c'était il y a 2000 ans, mais c'est encore pas mal cité, parce que ça figure toujours en bonne place dans les livres qui le concernent. Et le chef de la femme, c'est l'homme. L'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. C'est dans l'Épître aux Corinthiens, pour ceux qui voudraient vérifier les choses. Rousseau, dans l'Émile de l'éducation, a écrit beaucoup plus long, quelque chose qui va peut-être encore plus loin, vu que lui, il dit « Plaire aux hommes leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, etc., leur rendre la vie agréable et douce, etc. Voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ceux qu'on doit leur apprendre depuis l'enfance. » C'est Rousseau. Alors Rousseau, il est au Panthéon, je vous rappelle quand même. Tant mieux pour lui, c'est très bien, il est hors de question de sortir de là, mais quand même il faut se rappeler de ce genre de choses, il faut relire aussi, plutôt que d'en parler, il faut parfois relire les auteurs pour savoir exactement ce qu'il y avait derrière, ça fait du bien aussi. Cette logique, elle s'est encore plus développée au XIXe siècle. Et la préhistoire y est un peu pour quelque chose. Alors, il s'est passé quoi? Il s'est passé que les préhistoriens, au XIXe siècle, quand la préhistoire a été inventée, en grande partie en France d'ailleurs, entre 1850 et 1880, quelque part par là, et qu'elle s'est largement diffusée, parce qu'à l'époque, il y avait énormément de gens comme moi qui faisaient des conférences, mais il y avait surtout des encyclopédies populaires, le Quillet, le Littré, etc., etc. Il y avait un grand mouvement d'éducation populaire qui peut-être un peu disparu maintenant, en tout cas dans certains cas. Les préhistoriens qui travaillaient à l'époque étaient en général des amateurs. La première chaire de préhistoire officielle en France, c'est 1905. C'était des amateurs, qui étaient tous des notables. Souvent des médecins, des notaires, et pour environ 27% d'entre eux, parce qu'un jour j'ai fait le compte, des ecclésiastiques. On ne pouvait pas leur demander de tout révolutionner d'un coup. Ils étaient donc influencés par leurs propres habitudes, par leur propre environnement culturel. Saint-Paul, par exemple. Et tout ça est parti comme une boucle logique, comme dans les ordinateurs qui déconnent. Au XIXe siècle, la position de la femme dans la société française est inférieure à la position de l'homme. On ne va pas en douter. De mémoire, c'est des années 60, 1960, que les femmes ont le droit d'avoir un compte en banque et un chéquier. Il a fallu du temps. Ça, c'était l'ambiance dans laquelle tout le monde baignait. Quand les premiers préhistoriens ont fait les premières fouilles archéologiques et ont tenté les premières explications de l'archéologie et des hommes préhistoriques, ils sont partis très logiquement, sans se poser trop de questions, sur cet état de fait. Et sans même s'en rendre compte, parce que je n'ai pas trouvé d'écrit sur le sujet de la part des préhistoriens, sans même s'en rendre compte, ils ont intégré cette différenciation homme-femme dans leurs études préhistoriques. Et ça a donné des choses pareilles. À partir du moment, donc là vous avez une encyclopédie, c'est sur la gauche en noir et blanc de 1878, c'est le Figuier. Figuier, c'est le nom du gars qui a fait l'encyclopédie, où on voit l'homme qui est fièrement appuyé sur la paroi de sa grotte, en train de scruter la steppe environnante, pour voir si par hasard il n'y a pas la steppe de mammouth qui pourrait passer.
Et la femme est évidemment à ses pieds, en train d'allaiter la progéniture que l'homme a daigné lui faire. Là, on est dans le rôle typique, la bipartie typique. L'homme, c'est la production, c'est la protection et la production. La femme, c'est la reproduction. On est dans ce schéma typique. À partir du moment, je viendrai sur l'image à côté par la suite, qui est celle de la protection. Ce tableau de droite, là, que vous voyez peut-être pas très bien, s'appelle l'envahisseur, hein, c'est encore un problème de migrants, s'appelle l'envahisseur, et deux hommes luttent, l'un pour conserver sa grotte, l'autre pour s'en accaparer. Et vous voyez à droite du tableau une femme paniquée, réfugiée au fond de la grotte, qui guette avec angoisse les résultats de l'affrontement. Quand les préhistoriens, oui, c'est peut-être un peu trop clair, c'est ça que vous vouliez peut-être dire. Je ne sais pas comment on peut. Quand les préhistoriens ont travaillé sur ces sujets, ils avaient, comme je vous l'ai dit, intégré cette différenciation sexuelle, générique des genres, entre guillemets. Et ce raisonnement logique, il est extrêmement simple. À la préhistoire, hommes et femmes sont différents. Et l'homme domine la femme. Alors qu'on n'en sait rien. Et on n'en sait toujours rien, d'ailleurs, à ce jour. On ne sait pas. On ne sait pas comment s'organisaient les groupes d'hommes préhistoriques. Mais c'était l'intégration culturelle qu'ils avaient faite au XIXe siècle, par copier-coller, si je puis me permettre ce néologisme informatique, de ce qu'ils vivaient. À la préhistoire, donc, l'homme domine la femme. D'accord. La préhistoire, c'est l'homme à l'état de nature. C'est l'homme naturel. C'est l'homme avant la civilisation, donc c'est le, entre guillemets, vrai homme. Donc, et c'est là le raisonnement fascinant, donc, la supériorité de l'homme sur la femme est consubstantielle à l'espèce humaine. J'espère que vous appréciez la beauté et la qualité du raisonnement anthropologique. Mais c'est extrêmement intéressant. Ça a donné lieu à des tas de choses. Donc là, on est sur un tableau, le tableau de gauche qui s'appelle le rapt. Là, on a également, dans tous ces stéréotypes, on avait également un autre stéréotype qui était un stéréotype d'érotisation du corps féminin dans tous ces tableaux 19e jusqu'au 20e siècle. Tant qu'à faire, bon, le notable 19e avait le droit de se rincer un peu l'œil aussi. Vous constatez que ce sont toujours les femmes qui sont nues ou moitié nues. Et sur la droite, vous avez un autre tableau qui s'appelle aussi le rapt, mais là c'est le rapt à l'âge du bronze, on s'est un petit peu amélioré, où là, une fois de plus, une femme a été kidnappée, hein, c'est celle qui est allongée là dans la barque, avec la poitrine un peu à l'air, parce qu'il faut quand même bien de temps en temps se passer l'œil. Mais là, pour le coup, il y a un peu de morale dans cette histoire, parce qu'un des vilains kidnappeurs est percé d'une flèche et est en train d'agoniser sur le bateau. Donc la morale est sauve un peu quand même. Et en bas, vous avez ce bon vieux stéréotype. On enlève le dinosaure, hein, qui a un peu un petit problème de chronologie, à peine 66 millions d'années. Vous avez l'autre stéréotype commun de la préhistoire, c'est l'homme avec une massue. Bon, évidemment, on ne sait absolument pas si c'est gars avec des massues, qui tire la femme par les cheveux. Ça, c'est un stéréotype universel contre lequel on se bat encore aujourd'hui. Et plus récemment, vous avez certains trucs ont peut-être lu ce livre, Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, qui a fait un tabac, hein. Le gars il a vendu des millions d'exemplaires. Et en fait, quand on regarde bien le livre de John Gray, Mars-Vénus, là, le discours de ce livre, c'est quoi? C'est que les différences entre les hommes et les femmes sont consubstantielles et non pas culturelles. Les femmes sont nées comme ça et les hommes sont nés comme ça. Et quand on en regarde bien, quand on lit bien ce livre, c'est assez dangereux, parce que ça signifie que rien ne peut changer. Et il faut être extrêmement vigilant. Sur la droite, je vous ai mis Madame Welch, Raquel Welch, hein, pas le Welch du Tovertop. Raquel Welch, qui est dans ce film célèbre de 1966, je crois, de mémoire, je vérifie ça, je l'ai peut-être mis sur l'écran, qui est aussi dans la poursuite de cette érotisation de la préhistoire et des hommes préhistoriques.
Ceci dit, c'est pas toujours complètement mauvais tout ça, que ce genre de film a attiré des générations entières d'étudiants sur les bancs des facs d'archéologie. Ce que la biochimie permet beaucoup moins. L'addition des molécules, Rachel Welch étant elle-même une addition de molécules, mais arrangée différemment, on va dire ainsi. Et donc c'est un peu compliqué tout ça. Cette justification du pouvoir de l'un sur l'autre est un courant français toujours actuel. Je vous ai mis une très longue citation là d'un mec qui s'appelle Dallaire, ça date des années 2000, qui est un gars extrêmement connu en Amérique du Nord, et qui utilise des données fantasmées de la préhistoire. Je vous ai mis en italique. Dans les cavernes, fond des cavernes, c'est à partir de là que j'ai imaginé ce truc de la caverne conjugale en fait. Et Dallaire et beaucoup d'autres utilisent ces données de la préhistoire, ces données fantasmées de la préhistoire, dont je vais vous expliquer l'origine avec la création, l'invention de la discipline au XIXe siècle, pour justifier leur théorie de suprématie de l'un sur l'autre, justifiée par un état consubstantiel. De toute éternité, l'homme a toujours protégé la femme qui attendait, avec les gosses accrochés à ses mamelles, au fond de la caverne, que la nourriture arrive. Ce qui est certainement totalement faux, où c'était essentiellement la femme qui rapportait la nourriture, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça va même assez loin tout cela, vu qu'un gars qui s'appelle Raoult a écrit un bouquin en 2016, où lui, il fait carrément l'apologie du viol. En disant, le viol, c'est une efficacité reproductrice, parce que les femmes vont plus rapidement enceintes quand elles sont violées que quand elles ne le sont pas, que quand elles tentent de procréer dans l'harmonie et l'amour, et ça permet la diversité génétique. Ce ne sont pas, je fais que citer, ce n'est pas moi qui promeut ça, bien évidemment. Donc vous voyez jusqu'où ce stéréotype d'études préhistoriques anciennes peut aller. Alors depuis quelques années, les choses sont quand même en train d'évoluer sérieusement et de changer un peu. Donc on est quand même sur, en tout cas dans les études sur la préhistoire, sur des choses qui reviennent à des données, et donc on ne sait pas grand-chose, mais on essaye quand même d'étudier nos données, et ça commence à se répercuter sur le public. Vous avez à droite une image du film AO, le dernier Néandertal, qui date de 2010, où là, hommes et femmes étaient présentés sur un pied d'égalité. Et vous avez une petite blague, là, adopteunmec.com il y a 3 millions d'années, où c'est la femme qui, pour le coup, a la massue et tire par les cheveux son bonhomme jusqu'à la caverne. Cette différence homme-femme, elle existe malgré tout sur des choses qui sont biologiques et extrêmement visibles. C'est la taille, par exemple. Il y a une différence, donc vous avez sur ce graphique la taille en centimètres, dans 155 groupes humains différents, répartis sur la planète. Et il y a une différence moyenne de 11 à 13 cm entre les hommes et les femmes, dans tous ces groupes. Cette différence moyenne d'environ 13 cm est étonnante parce que biologiquement, on a intérêt à avoir des femmes les plus grandes possibles. Parce que, ne fût-ce que pour des raisons obstétriques, c'est plus facile pour accoucher de nos énormes bébés à gros cerveau. Parce que notre problème à nous les sapiens, c'est qu'on a un très gros cerveau, même si ça ne se voit pas toujours quand on lit la presse. Et ce très gros cerveau rend les accouchements extrêmement difficiles. Nous sommes le seul mammifère dont le fœtus doit faire une rotation avant de passer par le canal pelvien. Les autres, ça ne fonctionne pas. Le bonobo, notre cousin le plus proche, dont on a vu la tête tout à l'heure, le bonobo double son volume cérébral entre sa naissance et sa maturité. Quand je dis sa maturité, c'est sa maturité biologique. Alors que nous le triplons. Parce que nous avons un trop gros cerveau. C'est compliqué. Il est en train de rétrécir un petit peu. On a perdu environ une petite centaine de centimètres cubes depuis environ 40 000 ans. Mais ça ne se verra pas dans l'immédiat et ça ne simplifiera pas forcément les choses non plus. Cette différence de taille, qui n'est pas du tout naturelle,
elle est très certainement le résultat d'une sélection sexuelle. Une sélection sexuelle. Il s'avère que, là je parle des différences de taille entre les hommes et les femmes. Après on parlera, si vous voulez, des différences de taille chez les humains dans la profondeur du temps. Il s'avère que dans les groupes humains étudiés, les hommes sélectionnent, vous me pardonnez cette expression un peu triviale, hein, mais on n'est pas dans le romantisme là, hein, on est dans la biologie. On est un peu pollué par notre vision héritée du Moyen-Âge, lequel Moyen-Âge, j'espère qu'il n'y a pas de médiévisme dans la salle, a quand même généré les deux inventions les plus dramatiques de l'humanité, qui sont la poudre à canon et l'amour romantique. Et cette différence est sans doute due à une sélection. Les hommes ont sélectionné des femmes plus petites qu'eux, alors qu'une fois de plus la biologie aurait voulu l'inverse. Pourquoi? On a quelques exemples ethnographiques dans pas mal de groupes humains. Je n'en citerai qu'un, les Baka, qui sont une ethnie du Cameroun. Chez les Baka, la pression sociale est très forte. Et il est quasiment interdit à un couple de s'unir si la femme est plus grande que l'homme. Pour eux, un couple où la femme serait plus grande que l'homme empêcherait le maintien de l'ordre du monde. Les hommes ont donc sélectionné des femmes plus petites qu'eux. Et il s'avère, et ça c'est une étude sur les Anglaises au XIXe siècle, que je peux vous citer les sources. Il s'avère que les Anglaises du XIXe siècle, qui étaient plus petites que la moyenne, avaient en général plus d'enfants que les autres. Donc cette sélection naturelle faisait que les femmes avaient plus d'enfants que les autres. Sans doute pas parce que biologiquement elles étaient plus fertiles, mais certainement parce que anthropologiquement leurs conjoints étaient plus entreprenants. Je vous laisse réfléchir à ce rapport de domination. Autre sélection, certainement, à caractère social, c'est la poitrine, les seins. Nous sommes les seuls primates, enfin 50% d'entre nous évidemment, nous sommes les seuls primates à avoir développé une poitrine importante. Si vous prenez bonobo, orang-outan, chimpanzés, gorilles, qui sont nos cousins les plus proches, et surtout les bonobos et les chimpanzés, ils n'ont pas ce type de poitrine. Et nos poitrines, au sens large, nos poitrines sont démesurées par rapport à l'objectif biologique qui est l'allaitement. On n'a pas besoin d'avoir des poitrines comme ça pour allaiter. Et c'est certainement une sélection, certainement à caractère sexuel, qui s'est opérée sur ce sujet. Voici la première sculpture découverte au monde, la plus ancienne, moins 35 000 environ. C'est à Hollefels, c'est en Allemagne. Vous voyez sur cette sculpture une femme aux traits sexuels marqués et surtout à la poitrine hyper développée. C'est la première statue qui existe. On n'a pas trouvé de plus ancienne à ce jour. Alors, je vais me permettre, si vous le voulez bien, de relater la réflexion terriblement misogyne d'un de mes collègues et néanmoins amis. Je ne reprends pas pour moi, mais que je ne peux pas m'empêcher de vous dire. C'est l'image même de la femme. Une grosse poitrine, pas de tête. Ce n'est pas moi. Je vous vois frémir, madame, mais reprenez-vous, je n'y suis pas. Pour la taille, toujours, on va continuer un peu sur la taille. Je me suis amusé à compiler un certain nombre de données, des données anciennes et des données très récentes, que tout le monde peut aller chercher. Hein, il suffit d'aller voir ça, pays par pays, sur Eurostat, qui est un site fabuleux. Au Paléolithique, la période que j'étudie, contrairement à ce qu'on pourrait voir, la taille, elle ne s'agrandit pas au fur et à mesure des siècles. C'est extrêmement variable. Les Cro-Magnons, les premiers Homo sapiens en France, hommes mesuraient en moyenne 1,79 m, pour un poids d'environ 67 kg. Madame Cro-Magnon, c'était plutôt 1,58 m pour un poids de 54 à 56 kg. Elles étaient plus costauds que les femmes actuelles.
Et ça se poursuit comme ça pendant 30 à 40 000 ans, avec des tailles similaires. Et puis on arrive au néolithique, quand on invente l'agriculture. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on mange moins bien quand on est agriculteur que quand on est chasseur-cueilleur. Et là, il y a une répercussion immédiate sur la taille. Et nos ancêtres agriculteurs du néolithique, en France, mesurent pour les hommes 1,66 m, et ils pèsent une soixantaine de kilos, et pour les femmes 1,50 m, et elles pèsent entre 45 et 50 kilos. Donc des modules beaucoup plus petits. Et ce petit module, 1,66 m, 62 kg pour les hommes, est celui qu'on conserve jusqu'à peu. Quand on prend les données anthropométriques de l'armée française qui sont conservées aux archives du château de Vincennes, là aussi je vous suggère d'y aller, c'est fabuleux, on constate qu'en 1900, le conscrit français, sa taille moyenne, c'est 1,66 m. En 1900, 1,66 m. En 2016, je ne dirais pas le conscrit français moyen, ça n'existe plus, mais en 2016, le français, au sens large, fait 1,77 m en moyenne. La française fait 1,65 m en 2016. D'accord. C'est extrêmement intéressant parce que cette différence de taille, elle se conserve. Elle se conserve. Et elle se conserve dans les pays où les gens sont très alimentés, comme les Pays-Bas, où après la Seconde Guerre mondiale, ils ont lancé un programme alimentaire avec beaucoup de protéines animales, tellement ils avaient souffert de la faim pendant la guerre, et le néerlandais fait environ 1,83 m en moyenne, la néerlandaise 1,73 m. Mais cette différence de taille subsiste malgré tout. Comme subsiste une autre différence qui n'a strictement rien à voir avec la taille, qui est l'âge de l'union. Quand nous formons des couples, en France, quand un couple se forme, en général, il y a une différence d'âge de 2 ans entre l'homme et la femme. En Grèce, c'est 3 ans et demi. En Bulgarie, c'est 4 ans. Je me suis tapé toutes les statistiques européennes. Extrêmement intéressant. C'est fabuleux de voir cette différence de l'union. Pourquoi? Il n'y a rien qui justifie une différence d'âge entre un homme et une femme qui se marient, qui se paxent ou qui décident de vivre ensemble, et d'avoir une descendance, etc. etc. Absolument rien culturellement qui pourrait justifier. Si ce n'est un très vieil héritage, une sélection sexuelle d'hommes vers des femmes plus jeunes, et donc peut-être plus aptes à assurer une reproduction plus efficace. Et ça aussi, ce sont des choses qui nous restent manifestement, vu que statistiquement, on voit toujours cette différence. Modernité de l'homme préhistorique, Monsieur le Président. Nous sommes des animaux culturels. Comme on parlait de la taille, etc., on ne peut être grand que si on a les pieds sur terre et debout. Et donc pour ça, il faut être bipède. Alors moi, je vais aller assez vite là-dessus. La bipédie, qu'est-ce que c'est? C'est une adaptation physique de nos très lointains ancêtres. Sans doute un Australopithecus anamensis ou afarensis, des deux. On penche plutôt sur l'anamensis pour le moment, mais bon. Adaptation physique à la savane. Pourquoi? Eux, ils ont de plus en plus quitté la canopée, donc les forêts denses, où sont restés les chimpanzés, les bonobos, pour aller se balader en savane. Et là, il y a d'autres contraintes. Parmi ces contraintes, c'est le soleil. Quand vous êtes en forêt équatoriale, vous voyez peu le soleil parce qu'il est bloqué par les arbres. Et ça donne des problèmes de lutte contre le soleil. Le moyen le plus efficace, c'est la transpiration et perdre ses poils. On va y arriver si vous voulez. Il y a aussi une deuxième chose, c'est que pour être efficace en savane, il faut sans doute voir un peu plus loin, parce que si on est à 4 pattes en savane, on ne voit pas les dangers. Parce que l'herbe est d'environ 50 à 60 cm de haut, et donc là on s'est bouffé par les dinophélis, ou d'autres animaux peu sympathiques du genre. Donc on a intérêt à essayer de se mettre debout le plus possible. Le problème c'est que la bipédie, ça coûte très cher en énergie. Ça coûte très cher en énergie. Nous on y consacre environ 15% de notre énergie, mais notre cerveau c'est 20% de notre énergie. En moyenne, il y en a c'est moins. Les chimpanzés, quand ils essayent d'être bipèdes, parce qu'ils peuvent marcher sur leurs 2 pattes, ça leur occasionne une telle dépense énergétique que c'est extrêmement compliqué pour eux de maintenir longtemps. Et puis ça peut monter de 50 jusqu'à 50 à 60% de leur dépense énergétique quand ils sont sur leurs 2 pattes arrière. Alors que nous, ça nous coûte beaucoup moins cher. Ça, c'est un héritage
de notre acquisition de la bipédie, quelque part autour de 2,5 millions, 2,6 millions. Peut-être un peu avant, ça a duré longtemps. Dans les conséquences physiologiques, eh bien, nous avons, par rapport aux autres primates, un bassin très différent, qui malheureusement s'est rétréci, ce qui fait qu'on a des difficultés à l'accouchement. Nous avons également des fesses développées. Regardez un chimpanzé de profil, il n'a pas de fesses. Regardez Kim Kardashian de profil, elle a des fesses. Nous avons également un cou long, que n'ont pas les chimpanzés. Les chimpanzés, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que nous avons un gros cerveau. Et ce foutu gros cerveau, il faut l'équilibrer, parce qu'il ne faut pas que la tête ballotte quand on est en bipédie. Et donc, il faut des muscles, du coup, extrêmement développés. Ça fait partie de nos muscles les plus puissants, même si on a l'impression qu'ils n'existent pas, parce qu'on s'en sert assez peu consciemment. Essayez de voir quand le coiffeur vous dit de pencher la tête en avant et vous êtes distrait et qu'il vous pousse sur la tête. Nous avons des pieds très différents des autres primates, avec une invention fabuleuse qui est la voûte plantaire. La voûte plantaire, ça sert à récupérer, à stocker l'énergie qu'on a quand on marche et quand on court. C'est pour ça qu'à l'armée, les pieds plats étaient réformés. Bon, il y a plusieurs choses comme ça. La transpiration, la pilosité diminuée. Quand on est en plein soleil d'une savane, d'une steppe, on a le soleil sur la figure directement, on a le soleil sur la tête directement, il faut inventer des glandes sudoripares. Par d'autres primates, dans glandes sudoripares, on est les seuls à en avoir. On partage des glandes écrines avec eux. Les glandes écrines, c'est les glandes à caractère sexuel. Celles qui font cette transpiration des aisselles et du pubis qui est censée attirer un partenaire. Ça a sans doute un peu disparu. En termes techniques, je veux dire, en termes d'efficacité. Mais bon, ça existe encore. Et on a gardé des poils à des zones stratégiques, des zones sexuelles, et surtout la tête, parce que ça protège du soleil. Les autres, ils ont dû disparaître, parce que sinon ça empêche la sudation. Et il faut se protéger grâce à la transpiration, de la chaleur, etc. Alors, le problème, c'est l'accouchement difficile et les maux de dos. Beaucoup d'entre nous souffrent de maux de dos, et bien c'est dû à notre bipédie. Parce qu'on supporte tout le poids du corps sur deux petites pattes. Et c'est le dos qui traque. Bon, c'est comme ça. La bipédie, ça permet aussi de libérer les mains. Libérer les mains, c'est très intéressant, parce que c'est une habilité technique qui peut se mettre en place. C'est grâce à ça qu'on a créé les outils, et tout ce qui est par la suite. Mais c'est aussi un langage. Alors, on n'est pas en Italie, certes, mais tous les humains utilisent les mains pour parler. Et on a poussé ça tellement loin qu'on a même inventé un langage strictement manuel. Et non, les gens qui l'utilisent s'en sortent très très bien. Et ça fait de l'outillage plus efficace, de la chasse plus efficace, de la collecte plus efficace, des groupes qui vivent mieux et qui éliminent ceux qui n'ont pas adopté ce type de fonctionnement, même si c'est évidemment sur une très longue durée. Alors la bipédie, son avenir, je ne sais pas. Nous sommes dans une situation un peu particulière. Donc ça, c'est le film Wall-E, pour ceux d'entre vous qui l'auraient déjà vu, où justement, il y a une espèce de caricature de l'évolution de ce que pourra être l'homme dans les siècles des siècles, comme dirait l'autre Paul tout à l'heure. Alors, guerre et violence, puis je vais essayer d'accélérer, parce que comme c'est le président qui commence à paniquer. Le débat sur l'origine des violences, il est extrêmement important, et il dure depuis assez longtemps. Alors, d'un point de vue général, on divise ça en deux groupes, les colombes et les faucons. Ne dites pas en dépit des apparences, s'il vous plaît. Les faucons disent quoi? La violence est consubstantielle à l'homme. C'est dans sa nature d'être violent. L'homme est violent. Elle est donc présente dès les origines de l'humanité. Elle a carrefouré des traces dans les études archéologiques. Et la guerre est une violence organisée entre groupes. Les colombes sont plutôt des rousseauistes, les autres c'est plutôt des côté de chez Hobbes. L'homme est naturellement non violent. Et la guerre, il est perverti, l'homme est perverti par l'étatisation. Et la guerre est le résultat d'une étatisation prononcée et de l'accumulation de richesses que d'autres veulent s'accaparer, etc., etc., etc. Donc ces débats-là sur les violences de groupe sont extrêmement vieux et extrêmement importants et jamais tranchés, bien évidemment.
Ça donne quoi d'un point de vue des sources archéologiques? Selon les Faucons, on trouve des traces de violence très anciennes. Les plus anciennes qu'on a actuellement, c'est au Montecessor en Espagne, vers moins 800 000. On a quand même quelques au Montecessor, il y a 800 000 ans, qui se sont fait massacrer. On a des massacres plus récents chez Homo sapiens, à Natarouk, au Kenya, et à Jebel Sahaba, au Soudan. Là, on est toujours chez les chasseurs-cueilleurs. C'est des massacres de groupe importants. Le premier, c'est environ 25 personnes massacrées. Le second, c'est plus de 80 personnes qui ont été massacrées. Selon les Colombes, l'archéologie ne prouve rien parce que la démographie est faible, il n'y a pas de biens, on n'a pas vraiment de biens stockés, etc. La société est égalitaire, peu hiérarchisée, c'est des nomades, et il y a assez de ressources pour tout le monde. Le coût des ressources pour tout le monde, c'est exact. La préhistoire ancienne est une période d'abondance. On estime qu'un chasseur préhistorique travaillait, femme aussi, 3 heures par jour maximum, ça suffisait à couvrir les besoins alimentaires. Le fait que ce soit une faible démographie, c'est exact également. Tout le reste, on n'en sait rien. Je veux dire par là que tout le reste, ce sont simplement des opinions et pas des faits archéologiques. Et donc il faut toujours se méfier de ça. Les faits archéologiques, c'est uniquement ce qu'on a sur la gauche de l'écran. Après, on compare avec les sources récentes, c'est-à-dire l'ethnographiie. Et les sources récentes nous montrent que des violences entre groupes, elles existent. Vous avez à droite une gravure de Théodore de Brie de 1567 qui montre le départ en guerre d'un chef, c'est un Guarani de mémoire, en Amérique du Sud. J'ai oublié son nom, mais je le retrouverai. Qui organise ses troupes pour partir en guerre. Pour partir en guerre, hein, pas juste pour aller emmerder les voisins, c'est vraiment partir en guerre. Et ce sont des pré-agriculteurs, encore chasseurs-cueilleurs, ces guerres. Ce sont des guerres organisées. Et ces guerres organisées, elles ont 4 objectifs qui sont là. Majoritairement, c'est des problèmes de vengeance. Pour des motifs divers et variés. Souvent, c'est à cause d'un meurtre qui a été commis. Oui, ça monte comme ça. Un deuxième, je les ai mis dans l'ordre, dans l'ordre d'importance par rapport aux sources dont on dispose. Le deuxième, c'est le maintien de l'ordre du monde. La guerre sert à maintenir l'ordre du monde. Derrière ça, il faut aller voir des problèmes démographiques. Le troisième, c'est la perpétuation de l'identité du groupe. Nous sommes menacés par le groupe à côté. Et enfin, le quatrième, mais qui est minoritaire, c'est le prestige guerrier. Alors qu'on aurait pu imaginer l'inverse. Je suis un grand guerrier, j'ai tué autant d'ennemis, et d'ailleurs, regardez, leur tête, c'est une tête Rivaro, évidemment. Leur tête est accrochée dans nos maisons, ça montre que je suis le meilleur et le plus fort. Ça signifie sans doute que la guerre est préexistante à l'étatisation. Mais il ne faut pas négliger le fait que l'étatisation et l'accumulation a aggravé le phénomène. Sans parler de la technologie qui permet maintenant d'éliminer en masse, alors qu'à l'époque, ils se jetaient des lances et ils se tiraient des flèches. Néanmoins, quand on prend les Papous, jusqu'à ce que tout ça soit un peu calmé, dans les années 20 à 40, quand des ethnologues ont commencé à étudier les Papous, eh bien on se rend compte qu'environ 10% de la mortalité chez les Papous était due à la guerre. Ce qui est extrêmement important. Extrêmement important. On va terminer par, non d'après tard, sauver la planète. Sauver la planète, c'est devenu une injonction. Alors là, je vais faire pas trop politiquement correct, alors si vous voulez sortir, c'est maintenant. Sauver la planète, c'est devenu une injonction. Quand on fait une recherche Google, je sais pas, on a, sur quelques dizaines de secondes, 511 millions d'occurrences avec les 3 mots « sauver la planète ». 511 millions d'occurrences. En voilà quelques-unes, avec des aspects divers et variés, des opinions diverses et variées, etc. Dont une de Kempf, pour sauver la planète, sortez du capitalisme. Pour sauver la planète, il faut arrêter de faire des enfants. Ça peut aller très très loin, ces opinions. Ça peut aller très très loin. À gauche, on a une dame qui essaie de sauver la planète en arrêtant un hélicoptère toute nue. J'ai pas bien compris, mais je trouvais ça intéressant. C'est 50 gestes pour sauver la planète, dont un, par rapport à il arrête l'hélicoptère. C'est bien, c'est intéressant. À droite, c'est à mon avis la seule raison qui valent vraiment. Vu qu'il faut sauver la Terre, c'est quand même la seule planète où il y a de la vie.
Bon, la planète, alors c'est là que je vais risquer de choquer un certain nombre d'entre vous. La planète, ben, elle vit. Et elle vit sa vie. Et elle s'en fout un peu des hommes. La planète, elle a vécu plein de vies. Là, vous avez une image sur les 450, 500 derniers millions d'années. Alors oui, effectivement, à l'échelle d'une vie humaine, 500 millions d'années, mais bon, il faut être un peu patient aussi. Et notre planète, elle a connu quand même des chocs importants, mais c'est pas la planète qui a connu des chocs, c'est la vie qui est dessus. C'est ça qui est différent. Là, vous avez en vert l'augmentation de la biodiversité et les 5 grandes crises d'extinction massive. Eh ben, les espèces végétales et animales, ben, elles s'en sont remises derrière. Elles s'en sont remises. Là, vous avez l'état de l'Afrique. Il y a environ 7000 ans, au vert, à 5000 avant Jules César. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout le nord de l'Afrique, tout le Sahara actuel, ici, était en fait une vaste prairie. Une vaste prairie. Et c'est pour ça qu'on retrouve au Sahara ce type de peinture rupestre. C'était une vaste prairie, peuplée d'animaux sauvages, mais aussi d'animaux domestiques, c'était des populations d'éleveurs nomades qui pâturaient ces vastes prairies. Il y a donc une modification permanente des écosystèmes. La seule différence, c'est qu'actuellement, c'est nous qui la modifions majoritairement. Alors qu'auparavant, c'est la nature, entre guillemets, elle-même qui l'a modifiée. Faisons attention également à personnifier la nature, ça ne veut pas dire grand-chose. L'environnement a une influence très ancienne sur l'homme. De environ moins 33 000 à environ moins 10 000, on est dans une période qu'on appelle le paléolithique supérieur en Europe. Et c'est l'apogée des civilisations paléolithiques. C'est ces gars-là qui ont une civilisation extrêmement brillante, qui est répartie sur toute l'Europe, qui ont peint des dizaines de grottes ornées, un peu plus de 300 recensées actuellement, et on peut encore en trouver, dont certaines sont extrêmement connues, comme Lascaux, comme la grotte Chauvet, etc. Voilà la grotte Chauvet, par exemple, qui est un chef-d'œuvre fabuleux. C'est incroyable d'être dans cette grotte et de voir ça. C'est hallucinant. Voici les porteurs de cette civilisation, ce sont des Homo sapiens, comme nous. Voici en fait les porteurs fantasmés de cette civilisation. À droite, vous avez un extrait du film qui s'appelle Alpha, ça date de 2018, donc c'est très, très récent. Et à gauche, vous avez une réalisation diorama du musée Grévin, que vous connaissez sans doute à Paris, et qui est extrêmement récente, c'est 2018 également. Ça, ce sont tels qu'on les imagine. La réalité, c'est ça. Voici les gens qui ont dessiné Lascaux, qui ont peint Chauvet, et qui ont sculpté des choses magnifiques, des propulseurs en bois de renne, etc., etc., etc. Génétiquement, on sait que les gens ressemblaient à celui, enfin plutôt à celle qu'on a sur la gauche, parce qu'ils viennent en direct d'Afrique, à peu de choses près, et qu'ils ont mis extrêmement longtemps à perdre cette pigmentation qui leur était défavorable dans les climats peu ensoleillés qu'on connaît ici, pour des problèmes de synthèse de la vitamine D. Mais c'est à l'échelle de l'humanité, sur 2 millions d'années, ils ont mis que 30 000 ans pour la perdre, 20 à 30 000 ans pour la perdre, mais à notre échelle à nous, ça paraît énorme. À l'échelle de l'humanité, c'est rien. Sur 20 000 ans, ils sont devenus les blancs que nous avons ici dans cette salle, moi le premier. Dans les années moins 10 000, vous avez là la succession chronoclimatique de cette période. Plus la courbe va vers la gauche, plus il fait froid, c'est pour ça que c'est en bleu, comme les radiateurs et les robinets. Plus elle va vers la droite, plus il fait chaud. Nous, on est dans le chaud là-dessus. On est dans le chaud là-dessus. Dans les années moins 10 000, il y a un réchauffement assez brutal de la planète. On passe d'une moyenne, dans les années moins 20 000, de moyenne annuelle de moins 4 degrés dans le nord de la France, en moyenne annuelle, moins 4 degrés dans le nord de la France, à une moyenne annuelle comparable à celle qu'on a maintenant, peut-être très légèrement inférieure. Donc un réchauffement extrêmement brutal qui s'opère sur 200 à 300 ans, pas plus. Et on passe très très vite de cette civilisation-là, la civilisation des gens de Lascaux, de Chauvet, etc., à un système complètement différent, qui est cette civilisation-ci, qu'on appelle l'Asilien, c'est le nom d'une culture archéologique, où tous les paradigmes précédents, tous les paradigmes culturels précédents sont totalement abandonnés. C'est toujours des chasseurs-cueilleurs, mais ils ne sont plus dans un environnement stépique, ils ont perdu les animaux qu'il y avait avant,
les rennes, les mammouths, etc., etc. Mais ils ont d'autres animaux, des sangliers, des cerfs et toutes ces sortes de choses. C'est toujours des chasseurs-cueilleurs, mais la civilisation a complètement changé. Leur mythologie a certainement complètement changé, et leur trait culturel a très certainement également complètement changé. Et qu'ils sont passés de ce genre de représentation à ce genre de représentation. Comme vous pouvez le voir, totalement différent. Il se passe d'un art figuratif significatif, historisé, c'est-à-dire racontant sans doute des mythes, des mythologies, des histoires, à un art totalement abstrait qui nous échappe encore beaucoup plus que ce que pouvait représenter ce cheval peint sur la soie. Changement civilisationnel extrêmement important. Mais là, vous allez me dire, oui, mais là, l'homme n'y est pour rien. C'est un problème cosmologique qui a fait cette modification. Il y a quand même des théories, qui est portée essentiellement par Jared Diamond, c'est le bouquin de la gauche, l'effondrement. Donc c'est déjà le titre, il est catastrophiste. Il y a quand même des théories qui disent, mais si l'homme y est quand même pour quelque chose dans tout ça. Et depuis très très longtemps. Et certains, c'est le schéma que vous avez à droite, mettent en relation l'arrivée d'Homo sapiens en Europe avec la disparition des super prédateurs qui existaient en Europe à l'époque. Le premier étant l'homme de Néandertal, qui est là. Ici, les hyènes, et là, les lions des cavernes. Il y a à chaque fois deux parce qu'il y a des espèces différentes à l'intérieur de ces genres-là, de ces groupes. En fait, on n'en sait strictement rien. On n'en sait strictement rien. On ne connaît pas les causes de la disparition de Néandertal. Mon Dieu, j'y ai travaillé assez longtemps. Il y a peut-être une concurrence économique, mais on n'a vraiment rien de probant sur le sujet, absolument rien. On ne connaît pas les causes de la disparition des hyènes, on ne connaît pas les causes de la disparition des lions des cavernes. Mais comme ce sont des animaux qui sont des super prédateurs à gibier spécifiques, voire même monospécifiques, pour faire de la redondance, ces animaux ne chassaient que des rennes et des gros mammifères de ce type-là. Et quand ces mammifères disparaissent, forcément, leurs prédateurs disparaissent avec. Nous avons pu nous adapter à un autre gibier. C'est ce qui fait la force de l'être humain. On a pu s'adapter à un autre gibier. Il y a sans doute eu des pertes, mais l'espèce, en tant que telle, a résisté à ce brusque changement climatique et a changé complètement de civilisation. C'est-à-dire qu'on est passé de ça à ça. L'homme, en revanche, est responsable de la disparition d'un certain nombre d'espèces, et de manière très ancienne. Le mouvement s'accélère probablement, il ne faut pas le nier, bien évidemment, on est responsable de beaucoup de disparitions, mais on n'est pas les premiers à l'avoir fait. À droite, vous avez le dodo de l'île Maurice, qui a été exterminé par les marins européens qui ravitaillaient sur l'île Maurice avant de passer le cap de Bonne-Espérance. Et à gauche, vous avez, je ne vais pas vous décrire le graphique, on n'a pas le temps, et à gauche, vous avez le moa et le grand aigle de Nouvelle-Zélande, qui lui, pour le coup, a été exterminé par les Maoris entre 1100 et 1400, après Jésus-Christ, quand les Maoris sont arrivés en Nouvelle-Zélande. Pour une fois, ce n'est pas les Européens qui ont exterminé des espèces animales, c'est d'autres. Donc, comme vous le voyez, l'homme est responsable quand même d'un certain nombre de disparitions animales, et parfois de la sienne. Parce que ça peut arriver aussi, vu que l'homme et l'environnement s'influencent l'un l'autre, vu qu'on a maintenant une emprise sur l'environnement importante. Et cette emprise sur l'environnement, elle ne date pas d'aujourd'hui. Là, on a l'exemple des Vikings du Groenland. Alors, j'ai publié un papier là-dessus il y a quelques années. Vous avez la démographie des Vikings du Groenland. Et on constate que depuis la première colonisation vers l'an 1000, la population augmente fortement jusqu'à environ 1300-1350. Et puis après, ça chute. Et là, on est sur une modification climatique qu'on appelle le petit âge glaciaire. D'accord ? Les conditions environnementales changent au Groenland. Au point tel que les Esquimaux, les Inuits, descendent du nord du Groenland pour essayer de, eux, compenser cette accumulation de glace au nord du Groenland, et ils descendent de plus en plus vers le sud. Et on a des traces où des Esquimaux rencontrent des Vikings, et échangent, commercent ou se battent. Mais là, n'empêche pas. Nos Vikings, eux, c'est des agriculteurs, et c'est surtout des éleveurs. Ils ont en face l'exemple des Esquimaux, qui eux sont des chasseurs de morses, etc., et qui s'adaptent à ces nouvelles conditions. Mais nos Vikings, ils décident de rester des éleveurs. Mais les étés sont de plus en plus courts, et les sols sont de plus en plus appauvris. Et donc il y a de moins en moins d'herbes en été,
et de moins en moins d'herbe en été, ça signifie de moins en moins de foin pour l'hiver. Et donc les animaux disparaissent au fur et à mesure. Les animaux d'élevage disparaissent au fur et à mesure. Et nos vikings finissent par disparaître autour de 1450, 1500, ça dure une centaine d'années, cette longue agonie de cette civilisation viking du Groenland, et ils finissent par disparaître. Alors qu'ils avaient en face d'eux d'autres humains, les Inuits, les Skrellings, qui eux avaient une autre façon de vivre et qui ont conservé leur civilisation encore jusqu'il y a peu. Mais ils ont choisi, par conservatisme, de rester sur leur mode de vie et ils ont fini par disparaître. Cet exemple des Vikings m'amène à penser, et je l'ai écrit dans un des livres qui figure là-bas, et je vous mets cette très longue citation, histoire que je puisse me reposer 3 minutes. Cet exemple de disparition des Vikings m'amène à penser, et c'est là peut-être la provocation chez certains, que ce n'est pas la planète qu'il faut sauver. La planète, astronomiquement, elle en a encore pour 4 à 5 milliards d'années. On voit que notre Soleil ne devienne une géante rouge et explose, et fasse donc exploser notre planète avec. D'ici 4 à 5 milliards d'années, bon, déjà nous, ce problème ne nous concernera plus, premièrement. Et deuxièmement, je pense que si l'humanité existe encore, on aura peut-être évolué pour trouver des solutions pour aller ailleurs, aller savoir. Ce n'est pas la planète qu'il faut sauver. Elle s'en sortira quand même toujours. C'est nous qu'il faut sauver. C'est totalement différent. Et le nous, c'est peut-être même une forme de civilisation qu'il faut essayer de sauver. Parce que le collapse qu'on nous annonce, il y aura quand même toujours des humains sur Terre. Mais sur quel type de civilisation, ça, je n'en sais rien. Et je crois qu'à ce jour, personne n'est capable de le savoir. C'est donc sur ces paroles d'espoir que je m'arrête. Et si vous le souhaitez, je suis prêt à répondre à vos questions, sachant que nous, les humains, nous commençons, surtout les occidentaux, à douter tellement de nous-mêmes. Je vous mets juste ça pour la fine bouche. Voilà comment on se représentait il y a encore un siècle, même jusqu'à encore une cinquantaine d'années. L'arbre du vivant. Et nous, on est là. Tout au-dessus, d'accord ? Voilà comment on se représente maintenant. Ça, c'est des arbres du vivant qui sont maintenant dans les facs en général, etc. D'abord anglo-saxonne, puis ça commence à venir aussi dans les autres pays. Et nous, on est là. C'est scientifiquement exact, bien évidemment. Mais ça dit quelque chose de nous, et ça dit quelque chose de la confiance ou non que nous avons en nous par rapport au règne animal. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi de être un peu long, président. Merci. Oui, ça marche, voilà. Bien, merci. Je vois que vous avez tenu la promesse du texte que j'ai lu. Là, vous êtes impliqué dans la vie de la cité et vous avez montré que la préhistoire n'était pas une science qui restait indifférente, en tout cas, aux questions de l'humanité contemporaine. Et je crois donc que vos questions, vos remarques, ont doute soulever d'autres questions dans la salle. Alors je donne, comme vous le savez bien, la parole maintenant à la salle, puisque c'est le principe de ces conférences débat. Or, qui veut bien vous prendre la parole? Bon, ben écoutez, je vais recommencer alors depuis le début. Peut-être pas entendu ce que j'ai dit, peut-être que le micro marche. Non, c'est le premier qui... Voilà, il y a une question là. Christophe. Merci. J'avais une question sur l'utilisation des protéines animales dans l'alimentation. Oui. Pour savoir si on est à la jonction du naturel et du culturel, enfin comment vous situez l'évolution de la place de la protéine animale dans l'alimentation. Alors, je vais parler strictement en termes biologiques, parce que la place de l'animal, ça c'est du culturel. Selon les civilisations, les cultures, on a une approche qui peut parfois être différente, selon qu'on soit plutôt chamaniste, etc., etc. Alors, d'un point de vue strictement biologique, et une fois de plus, je ne souhaite pas que ce que je vais dire puisse être interprété à l'aune des préoccupations actuelles. Je suis sur des temps anciens et sur de l'origine de l'homme. D'accord ? Donc, je tiens absolument à faire cette précision. D'un point de vue strictement biologique,
nous pensons que la consommation de protéines animales, de viande, hein, quand on est autour du pot, par l'homme, date de environ Homo habilis, peut-être un peu avant. Homo habilis, il apparaît vers 2,5-2,6 millions d'années. On a longtemps cru que c'était lui qui a inventé l'outil. En fait, c'est des gros galets à moitié cassés pour débiter de la viande et surtout casser des os. Parce que le gros intérêt des os, c'est la moelle qui est dedans. Et il y a très très peu de mammifères qui sont aptes à récupérer la moelle des os, surtout des gros animaux. C'est les hyènes, qui ont une dentition extrêmement puissante, et nous, parce qu'on a des outils. La moelle, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue énergétique. Mais la viande est également extrêmement intéressante d'un point de vue énergétique. Je vais y arriver. Et là, les premières traces, c'est on va dire entre 3 millions et 2,5 millions. On a des traces d'outils qui auraient pu servir à ça, même déjà à 3,3 millions. Pourquoi manger de la viande? L'intérêt principal, c'est que vous arrivez, en mangeant de la viande, à avoir un stock énergétique rapide et facile d'accès. Parce qu'il est très certainement, l'homme ancien est très certainement au début un charognard, disputant un cadavre animal à d'autres, comme le font encore maintenant les hyènes, les lions, les guépards, etc., etc. Donc le gros intérêt de manger de la viande, c'est d'avoir un stock énergétique à disposition extrêmement rapide. Et donc ça libère du temps pour d'autres choses. Et donc le fait de commencer à manger de la viande a peut-être, j'ai une boucle amplificatrice là-dessus quelque part, mais je vais me présenter ici, a peut-être joué un rôle sur, par libération du temps, une sociabilisation, je n'aime pas ce néologisme, mais il est ce qu'il veut dire, plus accrue des hominidés. On perd moins de temps à trouver de la nourriture, donc on peut passer plus de temps ensemble, échanger, etc., etc., etc. Le problème, c'est qu'il faut arriver à la digérer. Et donc, assez vite à l'échelle de la préhistoire, il faut trouver des systèmes pour mieux digérer cette viande. Alors, ces gens n'avaient pas de petits estomacs fragiles. Hein. Ces gens, ça, je l'ai moi-même vu en Russie, hein. J'ai vu des types qui arrivaient à bouffer de la viande abattue il y a un mois et pas conservée au frigo. Nous, on n'est plus capable de le faire, c'est évident. Donc, ils avaient cette capacité-là, et la viande faisandée se digère plus facilement. Beaucoup plus facilement. Mais le mieux, c'est de la cuire. Le mieux, c'est de la cuire. Parce que la viande cuite se digère très facilement. Et le gros intérêt aussi d'avoir de la viande, c'est que dans la viande, on a un stock de vitamines avec un spectre relativement large. Alors que les végétaux ne donnent pas toutes ces vitamines. Donc la viande, c'est intéressant dans la construction de l'humanité. Je n'ai pas, une fois de plus, dit qu'il fallait arrêter d'être végétarien ou quoi. On est sur d'autres systèmes culturels maintenant. Ça n'a rien à voir. Mais dans la construction de l'humanité ancienne, manger de la viande a été quelque chose d'important. À la fois biologiquement, mais aussi culturellement. Parce que manger de la viande, c'est aussi à un certain moment repérer des proies, chasser, et donc s'organiser. Et là aussi, on a une boucle amplificatrice. Il faut être de plus en plus efficace pour être de plus en plus performant. Et donc, il faut de mieux en mieux s'organiser. Et le meilleur moyen de s'organiser, c'est d'inventer des moyens de communication. Donc, on peut peut-être même supposer que l'origine d'un langage, qu'il soit gestuel, qu'ont les chimpanzés pour partie, hein, mais qui devient verbal par la suite, la chasse peut avoir contribué à l'émergence de formes de communication. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous avez parlé au début de la conférence du rôle de l'allaitement et donc de la femme dans les rapports sociaux. Il se trouve que plusieurs sociétés étaient matrilinéaires, matriarcales, et plus tard des sociétés patriarcales, patrilinéaires. Comment expliquez-vous le renversement des rapports de domination, c'est-à-dire le passage du matriarcat au patriarcat? Alors,
Si ma mémoire est bonne, mais des collègues ethnologues le préciseront sans doute, si ma mémoire est bonne, la proportion de sociétés patriarcales par rapport aux sociétés patriarcales est extrêmement faible. Extrêmement faible. De mémoire, c'est moins de 5%. Majoritairement, c'est des sociétés patriarcales. Deuxièmement, il y a un exemple archéologique qui est intéressant, c'est une grotte en Espagne qui s'appelle la grotte de El Cidrón, c'est dans le nord de l'Espagne, où là on a un groupe néandertalien, qui sont des cousins, un groupe néandertalien qui a péri en même temps, tous en même temps. C'est sans doute un clan quasi complet, ils sont 16. Il y a 3 hommes adultes, 3 femmes adultes et 10 enfants et adolescents. Alors il y a pas d'informations qui en sortent, hein, mais je vais aller à l'essentiel par rapport à votre question. C'est que dans ce groupe, ce sont les femmes qui ont bougé d'un clan à l'autre. Parce que d'un point de vue génétique, on a mis en évidence la parenté proche des 3 hommes, qui sont frères ou cousins, mais la non-parenté des femmes avec les hommes en question et entre elles. Ça, pour le coup, c'est un système qu'on appelle patrilocal, c'est l'homme qui reste dans le groupe et c'est la femme qui change de groupe. Et la transmission culturelle se fait à l'intérieur du groupe. Donc, dans ce cas-là, par la voie paternelle, si je veux dire. Ça ne donne pas, en revanche, l'indication sur la place de la femme au sein du groupe. Il faut être très clair. Ça dit juste que c'est la femme qui changeait de groupe. Sans doute à l'occasion, comme ça se fait traditionnellement dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs qu'on a pu étudier jusqu'à encore assez peu de temps, sous la forme de réunions annuelles des différents clans, des différents groupes, etc., qui échangent des nouvelles et des gènes. Et ils échangent les gènes par le transfert de jeunes gens d'un groupe à l'autre. Ça, c'est la réponse que je peux vous apporter dans l'état des connaissances actuelles. Pourquoi, maintenant, cette domination de l'homme sur la femme, qui semble être relativement ancienne? En tout cas, depuis le néolithique, ça, on a des exemples. Avant, pour la préhistoire ancienne, on n'en sait rien. Très franchement, on n'en sait strictement rien. On a même plutôt l'impression que les sociétés devaient être plus égalitaires en termes socio-économiques, pas forcément partout, hein. On a aussi des traces de différenciation sociale, mais en tout cas, on ne remarque pas, pour le paléolithique, de différence liée au genre. Les femmes et les hommes ont le même type de sépulture, les femmes et les hommes semblent avoir les mêmes traces sur les ossements d'activité physique, etc., etc., etc. On ne voit pas de traces liées au genre. En revanche, ces traces liées au genre, on commence à les voir à partir du néolithique, à partir du moment où nous, on est agriculteurs. Et une théorie, après, bon, c'est une hypothèse, hein, une théorie explique cela par le fait que l'agriculteur est lié à un sol, à un terroir, alors que le chasseur-cueilleur est nomade. Il circule à l'intérieur de très grands territoires. Et le terroir, il faut le transmettre. Et donc, cette transmission, il faut choisir un système pour le transmettre. Certains ont choisi la voie maternelle, mais il y a aussi d'autres systèmes beaucoup plus complexes. Hein. Il y a quelques ethnies, mais très très rares, qui choisissent la voie de l'oncle pour transmettre le patrimoine. Hein. Et dans le patrimoine, je dis aussi le nom, etc., etc., pas que les biens. Mais il semble que majoritairement, le choix qui a été fait a été le choix paternel. Voilà ce que je peux vous en dire de l'état actuel des connaissances. Bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, vous parliez du rôle de la grand-mère. Est-ce que la grand-mère, c'est du côté paternel ou maternel? Alors ça, il y a deux choses. Hein. La grand-mère, dans les études qui ont été faites au Canada, que je vais montrer au Québec plus précisément, les études qui ont été faites au Québec, ça fonctionne avec les grand-mères maternelles. Les grand-mères maternelles. Il semble qu'il y ait une différence entre les grand-mères maternelles et les grand-mères paternelles. Mais cette différence, elle est minime, parce que la grand-mère paternelle peut aussi très bien aider à élever les gosses du côté d'un de ses fils ou de son fils. Ça, c'est pour le Québec. Mais la différence reste malgré tout minime. En revanche, pour les périodes les plus anciennes, on ne peut pas le savoir.
Parce que pour ça, il faudrait avoir la chance d'avoir une population homogène sur des centaines d'années, et sur lesquelles on puisse faire de la paléogénétique. Et malheureusement, ça, on n'a pas. Oui, bonsoir. J'aurais voulu savoir comment vous reliez la période d'allaitement à la quantité de barium dans les dents. Non, en fait, ce n'est pas du barium, c'est une forme de calcium. Ah d'accord. Pardon, j'ai fait une petite erreur chimique. Le barium est utile pour d'autres choses, mais pas pour ça. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée un peu quantitative sur d'une part le nombre de restes, le nombre de vestiges effectifs dont on dispose, et puis, deuxième point de vue quantitatif, sur les populations concernées, pour se rendre compte. Alors, on ne travaille pas sur grand-chose, hein, il faut bien s'en rendre compte. Si on est sur le paléolithique supérieur européen, c'est-à-dire Homo sapiens, nous, quoi, entre, on va dire, moins 40 000 et, disons, moins 10 000. Donc sur cet espace de 30 000 ans-là, qui voit Lascaux, Chauvet, hein, dont on a parlé, pour l'Europe, on est sur environ 400 individus. Quand je dis individus, c'est squelette ou morceaux de squelette. D'accord ? Retrouvés archéologiquement, etc., etc. Pour les Néandertaliens, qui sont en Europe, pas partout tout le temps en même temps, mais qui sont, on va dire en Europe, pour simplifier, entre, disons, moins 350 000 et moins 40 000, là on est sur 300 individus. 309 précisément, si mon mémoire est bonne. Une fois de plus, de ces 309, il y en a qui sont relativement complets, comme le squelette de la Chapelle aux Saints, qui est conservé à 75%. Mais en archéologie anthropologique, un individu, ça peut être une dent. C'est un individu. Là, on va dire autour de 300. D'accord ? Malheureusement, plus on monte dans le temps, et plus ça s'appauvrit. Pour des problèmes à la fois démographiques, mais surtout pour des problèmes de taphonomie, c'est-à-dire de destruction des traces. On a parfois des coups de chance. On a retrouvé dans le fond d'une grotte en Espagne, à Atapuerca, c'est à côté de Burgos, il y a un magnifique musée que je vous conseille. On a retrouvé au fond de cette grotte, à Atapuerca, qui est en fait une cheminée karstique, un puits naturel. On a retrouvé 36 squelettes d'un homme assez ancien, qui est un pré-néandertalien, qui tourne autour de 380 000 à 450 000, quelque chose comme ça. Et là, on a pour cette période, sur un seul site, la quasi-totalité des squelettes, entre guillemets, de l'époque. Les autres qui sont assez contemporains, c'est l'homme de Tautavel dans les Pyrénées orientales françaises. Et là, ils sont un, quoi. Tandis qu'à Atapuerca, à 100 km plus bas, 150 km plus bas, là, ils sont 36, d'un seul coup. C'est un coup de bol, mais ça peut encore arriver. Ça pose d'ailleurs des questions parce qu'on ne comprend pas pourquoi on a 36 types comme ça, 36 types au sens large, hein, qui sont au fond d'un puits karstique là, qui fait une vingtaine de mètres de profondeur. On pense que c'est un geste cultuel, au moins culturel. Pourquoi ? Parce que premièrement, c'est tous des hommes et des femmes entre 15 et 25 ans, comme s'il y avait eu une sélection. Deuxièmement, il n'y a pas de mobilier avec eux, donc ce n'est pas des gens qui sont tombés comme ça en se baladant dans la campagne, comme ça peut arriver, hein, malheureusement. Il y a un seul mobilier archéologique qui les accompagne, c'est un très gros biface, donc une pierre en jaspe, taillée, qui fait au moins 20 cm de long, 20 à 25 cm de long, qui est magnifique et qui ne semble pas avoir été utilisé. Donc, on se plaît à imaginer, mais ça reste une hypothèse, hein, alors on passe des faits à l'interprétation, que les corps ont été jetés au fond de ce puits et que quelqu'un a jeté aussi ce fameux biface avec les corps, peut-être pour accompagner ces corps vers autre chose. Quoi. Mais ça reste une hypothèse. Ça reste une hypothèse. Mais il y a rien d'autre. Il y a 36 squelettes et un outil. En termes de démographie, on est sur des démographies extrêmement faibles. Néandertal, qui est ceux que je connais mieux, on estime que pour un territoire comme la France, dans les années 70 000, où ils sont les plus nombreux, surtout dans le nord de la France, on estime que pour le territoire actuel, les 500 000 km²,
ils étaient peut-être 10 à 12 000 maximum. Pour l'Europe, 50 000. J'ai été tout à l'heure un peu surpris par le chiffre que vous avez évoqué de 27 espèces. Oui. C'est un chiffre considérable. Est-ce que... Non. Si, c'est énorme. Oui. Il y a des controverses là-dessus, parce que... Non, c'est à ce jour, et encore... Il y a une unanimité des scientifiques sur le fait qu'il y avait 27 espèces. C'est énorme. Si on groupe les paranthropes, les australopithèques et les homos, les genres homo, oui, on est autour entre 25 et 30. Je dis entre 25 et 30 parce qu'il y en a pour lesquels le statut n'est pas encore totalement précisé. Parce que nos copains anthropologues, dès qu'ils découvrent un os, ils aiment bien l'appeler d'une autre espèce que celle des autres anthropologues. Ça leur permet d'avoir une belle publication de la science. Mais globalement, tout ça, ça commence quand même toujours à se décanter, à finir par se décanter. Oui, il y avait un foisonnement d'humanité, avec des guillemets, d'humanité, si on est d'accord. Un énorme foisonnement, il y a environ 3 millions d'années. Et ça se rétrécit au fur et à mesure. Mais il y a 70 000 ans, par exemple, alors évidemment, tout ce qui est australopithèque, etc., ça a disparu, n'est plus que sur du genre homo. Mais il y a 70 000 ans, il y avait nous, les Homo sapiens, qui commençons à nous répandre un peu partout. Il y avait l'homme de Néandertal, il y avait l'homme de Denisova, qui est un cousin de Néandertal, mais plutôt sur l'Asie et sur l'Extrême-Orient. Il restait des hommes de Flores, qui sont un descendant d'un Homo erectus touché par un anisme insulaire dans l'île de Flores, en Indonésie actuelle. Il y avait Homo naledi en Afrique du Sud, dont le statut phylogénique n'est pas très précis, mais qui existe vraiment. On en a retrouvé quelques-uns dans une grotte africaine, en Afrique du Sud, ça fait déjà 5. Homo luzonensis dans les Philippines, ça fait 6. Et celui-là, il a été découvert il y a 1 an. Donc on a encore peut-être des possibilités de retrouver d'autres. Et il y en a un 7e qu'on ne connaît pas, sauf par étude génétique, de groupes de pygmées dans le Cameroun actuel, où ils ont des traces génétiques anciennes d'un homo dont on n'a pas de traces archéologiques, anthropologiques. Mais génétiquement, on sait qu'il s'est passé quelque chose là-bas de bizarre il y a environ 100 000 ans. Mais on n'a pas de traces archéologiques. On l'appelle l'homme fantôme. Donc celui-là, on en parlera plus quand on en trouve un morceau peut-être. Mais en Afrique centrale, c'est compliqué parce que les conditions de conservation sont très mauvaises. En revanche, il y en a 6, déjà certains. Et puis, sur quelques milliers d'années, il n'y a plus que nous. Tous les autres disparaissent sur un espace de 10 à 20 000 ans. Et j'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi la question qui me tarabuste, c'est pas encore tellement de savoir pourquoi ceux-là ils ont disparu, c'est pourquoi nous on a survécu. Qu'est-ce qui a fait que Homo sapiens soit le seul, soit le dernier survivant de toutes ces humanités? Qu'est-ce qu'on a nous que les autres n'avaient pas qui a permis ça? C'est peut-être un coup de chance, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être des capacités cognitives, c'est peut-être des capacités d'organisation sociale, c'est peut-être des tas de choses mélangées comme ça et qui s'additionnent les unes aux autres. Parce que nous sommes peut-être par rapport à d'autres des animaux extrêmement sociaux, peut-être sans doute les plus sociaux qui existent. Les groupes, je vous donne un exemple rapide, très vite. Les groupes néandertaliens, on pense qu'ils étaient entre 20 et 30 personnes dans un groupe. C'est ce qu'on a sur les sites archéologiques. On ne voit pas la possibilité d'avoir plus de 30 personnes sur les sites archéologiques néandertaliens sur lesquels on travaille. Nous, les sapiens, on est a priori, quand ceux qui sont contemporains des Néandertals, comparer c'est comparable, on est a priori sur des groupes plus importants, peut-être jusqu'à 150 personnes. On a des sites archéologiques où on a des grands groupes comme ça. Et ça c'est extrêmement important, ne fût-ce que pour des effets de démographie. Quand sur un groupe de 20 Néandertaliens, vous avez 4 femmes, il y en a une qui meurt à la chasse, parce que rien dit qu'elle ne chassait pas, il y en a une qui meurt en couche, il y en a une qui meurt d'une mauvaise tuberculose, il ne reste plus qu'une. Extraction du groupe par simple effet démographique. Quand dans un groupe il y en a 150, dont 50 femmes ou 40 femmes, ben les chances de survie du groupe sont beaucoup plus importantes. La limite 150, 180, nous c'est ce qu'on voit en archéologie. On va dire environ 150. Un jour j'ai bossé avec des sociologues américains qui étudient les gangs en Californie, sur la région de Los Angeles et San José. Et c'était intéressant
Parce que le collègue là, me disait que les groupes en général sont divisés en deux types. Les groupes qui communiquent à la théorie de groupe et les groupes d'illettrés, qui sont les groupes les plus violents. Et ces groupes d'illettrés, ils se limitent à environ 100 à 150 personnes. Parce qu'au-delà, on n'est plus capable d'assurer la cohésion du groupe. Parce que c'est la limite à partir de laquelle l'information se disperse et n'est plus efficace. Et c'est la limite que nous avons de reconnaissance de visage individuel et de personnalité. Au-delà, on n'arrive plus à savoir que ça c'est Dupont et ça c'est Durand. Pour caricaturer. Et ça correspond au groupe paléolithique que nous on a, dans lequel il n'y a pas de système d'écriture. C'est intéressant de voir cette permanence. Une dernière question, sur la dernière. Oui, ma question elle vient à la suite de la précédente, mais ce n'était pas voulu. Je voudrais savoir en fait à quelle espèce Homo appartiennent nos ancêtres qui cassaient des cailloux il y a 450 000 ans à Saint-Achel, à Cagny ou dans les terrasses de la région. Alors, les plus anciennes traces archéologiques en Picardie, on va rester sur la Picardie pour simplifier, les plus anciennes traces qu'on ait pour le moment, c'est à Abbeville, sur le site dit Moulin-Quignon, qui est un site historique dans l'histoire de la préhistoire extrêmement connu. L'article vient de sortir, là, il y a 2-3 semaines. On est à 650 000, 670 000. Ça, c'est du très très vieux. Là, on est sur de l'Homo heidelbergensis. A priori, parce que malheureusement, à Abbeville, on n'a pas d'ossements humains. Mais on devrait être, en toute logique, sur de l'Homo heidelbergensis, lequel serait en toute logique l'ancêtre direct de l'homme de Néandertal. Vous parlez des sites de Cagny, etc. À Cagny, il y a plusieurs sites. Le plus ancien tourne autour de 450 000. Il y en a un peu plus vieux, il y en a un peu plus vieux qui sont pas ici, rue du Manège, je ne sais pas si vous voyez où ça se trouve. Rue du Manège, on a un site à 550 000, rue du Manège. Cagny, on est sur du 450 000, on est encore sur du Homo heidelbergensis, mais qui est en train de se transformer en homme de Néandertal. C'est ce qu'on appelle des pré-néandertaliens. Parce qu'ils ont encore des caractères Homo heidelbergensis, mais ils commencent à acquérir des caractères typiquement néandertaliens, qui sont principalement au niveau du crâne, qu'on voit tous, le torus orbitaire, le front friand, etc., etc. Pour les sites les plus récents de Cagny, qui tournent autour de 280 000 à 330 000, là on est totalement sur du néandertal. Les sapiens, dans la région ici, nous arrivons, les sapiens dans la région ici, autour de moins 32 000, moins 34 000 par an. On a des sites, le plus ancien qu'on ait dans le secteur, ça se trouve à Attilly, je ne sais pas si vous voyez où c'est quand on va vers Saint-Quentin, le nom de l'ancienne nationale. Là, on a un site autour de moins 28 000. Voilà ce que je peux vous en dire sur les espèces d'hommes qui ont peuplé la région. Merci. Bien, donc je crois que c'est un peu Heidelberg. Et après Néandertal. nous pouvons remercier donc M. Depage en l'applaudissant. Avant que nous quittions, je rappelle que si vous souhaitez prolonger cette conférence, vous pouvez toujours acheter des livres qui sont de M. Depage, bien entendu, qui sont mis en vente par la librairie du Labyrinthe. Il y a notamment le catalogue, il y en a très peu, le catalogue de l'exposition sur l'homme de Néandertal qui a eu lieu à Paris. Et je rappelle également que la prochaine conférence de l'UBA parlera de choses différentes, puisqu'il s'agit c'est une sociologue qui va nous parler de la situation des femmes migrantes qui passent du Mali en France. Et le titre c'est, alors il y a un rapport avec ce qui a été dit, le problème de la domination de l'homme par la femme, laisser l'oppression derrière soi, les femmes dans les mouvements migratoires. Laisser l'oppression derrière soi, point d'interrogation. Vous pouvez d'ailleurs prendre le tract de l'annonce si vous le souhaitez. Et je rappelle que vous pouvez bien sûr adhérer à l'Université populaire pour tout simplement donner votre adresse pour recevoir nos informations. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir et merci. Oui. Bien, merci à notre débat le 25 octobre, en collaboration Ligue des droits de l'homme et UPA, avec comme invité Harry Alini, avocat de la Ligue des droits de l'homme, nous avons certainement entendu parler dans les médias, et ça concernera la question de la justice. Y a-t-il une justice encore aujourd'hui, et justice et démocratie, le 25 octobre.